de Voyage au bout de la nuit, les derniers extraits. Les tout derniers, absolument. C'est la deuxième, dernière partie et ça clôt définitivement Céline. Alors, à votre plaisir. Messieurs, dames, Jean-Marc vous lit les derniers extraits. Ma mère, de France, m'encourageait à veiller sur ma santé comme à la guerre. Sous le couperet, ma mère m'aurait grondé pour avoir oublié mon foulard. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage. Elles attendent le voyageur, tandis que celle-là, l'américaine, elle ne spammait pas, non. Elle se tenait bien raide, là. Pas baisante du tout. Raide à faire peur. En levant le nez vers toute cette muraille, j'éprouvais une espèce de vertige à l'envers. À cause des fenêtres trop nombreuses, vraiment, et si pareilles partout, que c'en était écœurant. Précairement vêtu, je me hâtai, transis vers la fente la plus sombre qu'on puisse repérer dans cette façade géante, espérant que les passants ne me verraient qu'à peine au milieu d'eux. Honte superflue, je n'avais rien à craindre. Dans la rue que j'avais choisie, vraiment la plus mince de toutes, pas plus épaisse qu'un gros ruisseau de chez nous, et bien crasseuse au fond, bien humide, remplie de ténèbres, il en cheminait déjà tellement d'autres, de gens, des petits et des gros, qu'ils m'emmenèrent avec eux comme une ombre. Et ils remontaient comme moi dans la ville, au boulot sans doute, le nez en bas. C'étaient les pauvres de partout. Personne n'avait l'air de trouver bizarre que je reste là, moi, seul, pendant des heures en station sur ce banc à regarder tout le monde passer. Toutefois, à un moment donné, le policeman du milieu de la chaussée, posé comme un encrier, se mit à me suspecter d'avoir des drôles de projets. C'était visible. Où qu'on se trouve, dès qu'on attire sur soi l'attention des autorités, le mieux est de disparaître, et en vitesse. Pas d'explication. Au gouffre, que je me dis. À droite de mon banc s'ouvrait précisément un trou large, à même le trottoir, dans le genre du métro de chez nous. Ce trou me parut propice, vaste qu'il était, avec un escalier dedans tout en marbre rose. J'avais déjà vu bien des gens de la rue y disparaître et puis en ressortir. C'était dans ce souterrain qu'ils allaient faire leurs besoins. Je fus immédiatement fixé. En marbre aussi la salle où se passait la chose. Une espèce de piscine, mais alors vidée de toute son eau. Une piscine infecte, remplie seulement d'un jour filtré, mourant, qui venait finir là sur les hommes, déboutonnés au milieu de leurs odeurs, et bien cramoisis à pousser leurs sales affaires devant tout le monde avec des bruits barbares. Entre hommes comme ça, sans façon, au rire de tous ceux qui étaient autour, accompagnés des encouragements qu'ils se donnaient comme au football. On enlevait son veston d'abord, en arrivant comme pour effectuer un exercice de force. On se mettait en tenue, en somme. C'était le rite. Et puis, bien débraillé, rotant et pire, gesticulant comme au préau des fous, il s'installait dans la caverne fécale. Les nouveaux arrivants devaient répondre à 1000 plaisanteries dégueulasses pendant qu'ils descendaient les gradins de la rue, mais ils paraissaient tous enchantés quand même. Autant là-haut sur le trottoir, ils se tenaient bien les hommes, et strictement, tristement même, autant la perspective d'avoir à se vider les tripes en compagnie tumultueuse paraissait les libérer et les réjouir intimement. Les portes des cabinets, largement maculées, pendaient, arrachées à leurs gonds, passaient de l'une à l'autre cellule pour bavarder un brin. Ceux qui attendaient un siège vide fumaient des cigares lourds en tapant sur l'épaule de l'occupant en travail, lui obstiné, la tête crispée, enfermé dans ses mains.
Beaucoup en gênaient fort, comme les blessés et les parturiantes. On menaçait les constipés de tortures ingénieuses. Quand un giclement d'eau annonçait une vacance, des clameurs redoublaient autour de l'alvéole libre dont on jouait alors souvent la possession à pile ou face. Les journaux aussitôt lus, bien qu'épais comme de petits coussins, se trouvaient dissous instantanément par la meute de ces travailleurs rectaux. On discernait mal les figures à cause de la fumée. Je n'osais pas trop avancer vers eux à cause de leurs odeurs. Ce contraste était bien fait pour déconcerter un étranger. Tout ce débraillage intime, cette formidable familiarité intestinale et dans la rue cette parfaite contrainte. J'en demeurais étourdi. Je remontai au jour par les mêmes marches pour me reposer sur le même banc. Débauche soudaine de digestion et de vulgarité. Découverte du communisme joyeux du caca. Je laissais chacun de leur côté les aspects si déconcertants de la même aventure. Je n'avais pas la force de les analyser ni d'en effectuer la synthèse. C'est dormir que je désirais impérieusement. Délicieuse et rare frénésie. Quel passage. Tu le vois tellement dans la tête, là. Il y a de l'humour là-dedans épouvantable. Une fois seul, ce fut bien pire. Toute cette Amérique venait me tracasser, me poser d'énormes questions et me relancer de sales pressentiments, là même dans cette chambre. Sur le lit, anxieux, je tentais de me familiariser avec la pénombre de cet enclos, pour commencer. D'un grondement périodique, les murailles tremblaient du côté de ma fenêtre. Passage du métro aérien. Il bondissait en face, entre deux rues, comme un obus rempli de viande tremblotante et hachée, saccadait à travers la ville lunatique de quartier en quartier. On le voyait là-bas aller se faire trembler la carcasse juste au-dessus d'un torrent de membrures dont l'écho grondait encore bien loin derrière lui d'une muraille à l'autre quand il l'avait délivré à 100 à l'heure. L'heure du dîner survint pendant cette prostration et puis celle du coucher aussi. C'est surtout le métro furieux qui m'avait ahuri. De l'autre côté de ce puits de courette, la paroi s'allumait par une, puis par deux chambres, puis des dizaines. Dans certaines d'entre elles, je pouvais apercevoir ce qui se passait. C'étaient des ménages qui se couchaient. Ils semblaient aussi déchus que les gens de chez nous, les Américains, après les heures verticales. Les femmes avaient les cuisses très pleines et très pâles, celles que j'ai pu bien voir tout au moins. La plupart des hommes se rasaient tout en fumant un cigare avant de se coucher. Au lit, ils enlevaient leurs lunettes d'abord et leurs râteliers ensuite dans un verre et plaçaient le tout en évidence. Ils n'avaient pas l'air de se parler entre eux, entre sexes, tout à fait comme dans la rue. On aurait dit des grosses bêtes bien dociles, bien habituées à s'ennuyer. Je n'ai aperçu en tout que 2 couples à se faire à la lumière les choses que j'attendais, et pas violemment du tout. Les autres femmes, elles, mangeaient des bonbons au lit en attendant que le mari ait achevé sa toilette. Et puis, tout le monde a éteint. C'est triste des gens qui se couchent. On voit bien qu'ils se foutent que les choses aillent comme elles veulent. On voit bien qu'ils ne cherchent pas à comprendre, eux, le pourquoi qu'on est là. Ça leur est bien égal. Ils dorment n'importe comment. C'est des gonflés, des huîtres, des pas susceptibles, américains ou non. Ils ont toujours la conscience tranquille. Toujours j'avais redouté d'être à peu près vide, de n'avoir en somme aucune sérieuse raison pour exister. À présent, j'étais devant les faits bien assuré de mon néant individuel. Dans ce milieu trop différent de celui où j'avais de mesquines habitudes, je m'étais à l'instant comme dissous. Je me sentais bien près de ne plus exister, tout simplement. Si, je le découvrais, dès qu'on avait cessé de me parler des choses familières, plus rien ne m'empêchait de sombrer dans une sorte d'irrésistible ennui, dans une manière de doucereuse, d'effroyable catastrophe d'âme, une dégoûtation.
À la veille d'y laisser mon dernier dollar dans cette aventure, je m'ennuyais encore, et cela si profondément que je me refusais même d'examiner les expédients les plus urgents. Nous sommes, par nature, si futiles, que seules les distractions peuvent nous empêcher vraiment de mourir. Je m'accrochais pour mon compte au cinéma avec une ferveur désespérée. En sortant des ténèbres délirantes de mon hôtel, je tentais encore quelques excursions parmi les hautes rues d'alentour, carnaval insipide de maisons en vertige. Ma lassitude s'aggravait devant ces étendues de façades, cette monotonie gonflée de pavés, de briques et de travées à l'infini, et de commerce encore, ce chancre du monde, éclatant en réclames prometteuses et pustulantes, 100 000 mensonges radoteux. Je remontai vers le Lave Calvin. Dans ma chambre, toujours les mêmes tonnerres venaient fracasser l'écho par trombes, les foudres du métro d'abord, qui semblaient s'élancer vers nous de bien loin, à chaque passage emportant tous ces aqueducs pour casser la ville avec, et puis entre-temps des appels incohérents de mécanique de tout en bas qui montaient de la rue, et encore cette molle rumeur de la foule hésitante, fastidieuse toujours en train de repartir, et puis d'hésiter encore, et de revenir. La grande marmelade des hommes dans la ville. D'où j'étais, là-haut, on pouvait bien crier sur eux tout ce qu'on voulait. J'ai essayé. Ils me dégoûtaient tous. J'avais pas le culot de leur dire pendant le jour quand j'étais en face d'eux, mais d'où j'étais, je ne risquais rien. Je leur ai crié « Au secours! Au secours !» Rien que pour voir si ça leur ferait quelque chose. Rien que ça leur faisait. Ils poussaient la vie et la nuit et le jour devant eux, les hommes. Elle leur cache tout, la vie aux hommes. Dans le bruit d'eux-mêmes, ils n'entendent rien. Ils s'en foutent. Et plus la ville est grande, et plus elle est haute, et plus ils s'en foutent. Je vous le dis, moi, j'ai essayé. C'est pas la peine. Pour ce que vous ferez ici, ça n'a pas d'importance, comment que vous êtes foutu, m'a rassuré le médecin examinateur tout de suite. Tant mieux que j'ai répondu, moi. Mais vous savez, monsieur, j'ai de l'instruction, et même j'ai entrepris autrefois des études médicales. Du coup, il m'a regardé avec un sale œil. J'ai senti que je venais de gaffer une fois de plus, et à mon détriment. Ça vous servira à rien, assis vos études, mon garçon. Vous n'êtes pas venu ici pour penser, mais pour faire les gestes qu'on vous commandera d'exécuter. Nous n'avons pas besoin d'imaginatifs dans notre usine. C'est de chimpanzés dont nous avons besoin. Un conseil encore. Ne nous parlez plus jamais de votre intelligence. On pensera pour vous, mon ami. Tenez-vous le bourdi. Bébert abandonna sa carpette pour me souhaiter le bonjour. De toutes les fenêtres, on nous regardait parler ensemble. Tant qu'il faut aimer quelque chose, on risque moins avec les enfants qu'avec les hommes. On a au moins l'excuse d'espérer qu'ils seront moins carnes que nous autres plus tard. On ne savait pas. Sur sa face livide dansottait cet infini petit sourire d'affection pure que je n'ai jamais pu oublier. Une gaieté pour l'univers. Peu d'êtres en ont encore un petit peu après les 20 ans passés de cette affection facile, celle des bêtes. Le monde n'est pas ce qu'on croyait, voilà tout. Alors, on a changé de gueule, et comment, puisqu'on s'était trompé. Tout de la vache qu'on devient en moins de 2, voilà ce qui nous reste sur la figure après 20 ans passés. Une erreur. Notre figure n'est qu'une erreur. Elle aussi, songeai-je en la regardant, avait dû être une belle créature, la mère, bien pulpeuse en son temps, mais plus verbale toutefois, gaspilleuse d'énergie, plus démonstrative que la fille, dont l'intimité concentrée avait été par la nature vraiment admirablement réussie. Ces choses n'ont pas encore été étudiées merveilleusement comme elles le méritent.
La mère devinait cette supériorité animale de sa fille sur elle, et jalouse, réprouvait tout d'instinct dans sa manière de se faire baiser à des profondeurs inoubliables et de jouir comme un continent. Le côté théâtral du désastre, en tout cas, l'enthousiasmait. Elle accaparait de ses trémolos douloureux notre petit monde rétréci où nous étions en train de merdouiller en cœur par sa faute. On ne pouvait songer à l'éloigner non plus. Je l'aurais cependant bien dû tenter, faire quelque chose. C'était mon devoir, comme on dit. Mais j'étais trop bien assis et trop mal debout. Chez eux, c'était un peu plus gai que chez les Henrouilles, aussi laid, mais plus confortable. Il y faisait bon, pas sinistre comme là-bas, seulement vilain, tranquillement. Ahuri de fatigue, mes regards erraient sur des choses de la chambre. Petites affaires sans valeur qu'on avait toujours possédées dans la famille, surtout le dessus de cheminée à grelots roses en velours comme on n'en trouve plus dans les magasins, et ce napolitain biscuité, et la table à ouvrage en miroir en biseau qu'une tante de province devait posséder en double. Je n'avertis point la mère à propos de la mare de sang que je voyais se former sous le lit, ni des gouttes qui tombaient toujours, ponctuellement. La mère aurait crié encore plus fort et ne m'aurait pas écouté davantage. Elle ne finirait jamais de se plaindre et de s'indigner. Elle était vouée. Autant se taire et regarder dehors par la fenêtre. Les velours gris du soir prendre déjà l'avenue d'en face, maison par maison. D'abord les plus petites et puis les autres. Les grandes enfin sont prises et puis les gens qui s'agitent parmi. De plus en plus faibles, équivoques et troubles, hésitant d'un trottoir à l'autre avant d'aller verser dans le noir. Plus loin, bien plus loin que les fortifications, des fils et des rangées de lumignon dispersés sur tout le large de l'ombre comme des clous, pour tendre l'oubli sur la ville, et d'autres petites lumières encore, qui scintillent parmi des vertes, qui clignent, des rouges, toujours des bateaux et des bateaux encore. Toute une escadre venue là de partout pour attendre, tremblante, que s'ouvrent derrière la tour les grandes portes de la nuit. J'ai eu bien du temps à moi pour la regarder, la mienne d'arrière-cour, et surtout pour l'entendre. Là viennent chuter, craquer, rebondir les cris, les appels, des 20 maisons en pourtour, jusqu'aux petits oiseaux des concierges en désespoir, qui moisissaient en pépillant après le printemps qu'ils ne reverront jamais dans leur cage, auprès des cabinets, qui sont tous groupés, les cabinets, là, dans le fond d'ombre, avec leurs portes toujours déglinguées et ballantes. 100 ivrognes mâles et femelles peuplent ces briques et farcissent l'écho de leurs querelles vantardes, de leurs jurons incertains et débordants, après les déjeuners du samedi surtout. C'est le moment intense dans la vie des familles. Avec la gueule, on se défie, et des verres plein le nez. Papa manie la chaise, faut voir, comme une cognée, et maman le tison comme un sabre. Gare aux faibles alors, c'est le petit qui prend. Les torgnoles aplatissent au mur tout ce qui ne peut pas se défendre et riposter, enfant, chien ou chat. Dès le 3e verre de vin, le noir, le plus mauvais, c'est le chien qui commence à souffrir. On lui écrase la patte d'un grand coup de talon. Ça lui apprendra à avoir faim en même temps que les hommes. On rigole bien à le voir disparaître en piaulant sous le lit comme un éventré. C'est le signal. Rien ne stimule les femmes éméchées comme la douleur des bêtes. On n'a pas toujours des taureaux sous la main. La discussion en repart, vindicative, impérieuse comme un délire. C'est l'épouse qui mène, lançant au mâle une série d'appels aigus à la lutte. Et après ça, c'est la mêlée. Les objets cassés se morcellent. La cour recueille le fracas. L'écho tourne autour de l'ombre. Les enfants, dans l'horreur, glapissent. Ils découvrent tout ce qu'il y a dans papa et maman. Ils attirent sur eux la foudre en gueulant. Donc, depuis qu'il était parti, le volage, ils contemplaient tous les trois l'enfant en pleurnichant, et puis voilà.
Elle s'était donnée à cet homme, comme il disait, corps et âme. Cela devait arriver, et d'après elle, devrait suffire à tout expliquer. Le petit en était sorti de son corps et d'un seul coup, il l'avait laissé toute plissée autour des flancs. L'esprit est content avec des phrases. Le corps, c'est pas pareil. Il est plus difficile, lui, il lui faut des muscles. C'est quelque chose de toujours vrai, un corps. C'est pour cela que c'est presque toujours triste et dégoûtant à regarder. J'ai vu, c'est vrai aussi, bien peu de maternité emportait autant de jeunesse d'un seul coup. Il ne lui restait plus, pour ainsi dire, que des sentiments à cette mère et une âme. Personne n'en voulait plus. Le véritable savant met 20 bonnes années en moyenne à effectuer la grande découverte, celle qui consiste à se convaincre que le délire des uns ne fait pas du tout le bonheur des autres et que chacun ici-bas se trouve indisposé par la marotte du voisin. Un petit tour par la place Blanche avant de rentrer. Je vois du monde tout le long de la rue Le Pic, encore plus que d'habitude. Je monte donc aussi pour voir. Au coin d'un boucher, c'était la foule. Fallait s'écraser pour voir ce qui se passait en cercle. Un cochon c'était, un gros, un énorme. Il geignait aussi, lui, au milieu du cercle, comme un homme qu'on dérange, mais alors énormément. Et puis, on n'arrêtait pas de lui faire des misères. Les gens lui tortillaient les oreilles, histoire de l'entendre crier. Il se tordait et se retournait les pattes, le cochon, à force de vouloir s'enfuir attiré sur sa corde. D'autres l'asticotaient et il hurlait encore plus fort à cause de la douleur, et on riait davantage. Il ne savait pas comment se cacher, le gros cochon, dans le si peu de paille qu'on lui avait laissé et qui s'envolait quand il grognait et soufflait dedans. Il ne savait pas comment échapper aux hommes. Il le comprenait. Il urinait en même temps autant qu'il pouvait, mais ça ne servait à rien non plus. Grogner, hurler non plus. Rien à faire. On rigolait. Le charcutier, par derrière, dans sa boutique, échangeait des signes et des plaisanteries avec les clients et faisait des gestes avec un grand couteau. Il était content lui aussi. Il avait acheté le cochon et attaché pour la réclame. Au mariage de sa fille, il ne s'amuserait pas davantage. Il arrivait toujours plus de monde devant la boutique pour voir le cochon crouler dans ses gros plis roses après chaque effort pour s'enfuir. Ce n'était cependant pas encore assez. On fit grimper dessus un tout petit chien hargneux qu'on excitait à sauter, à le mordre, à même dans la grosse chair dilatée. On s'amusait alors tellement qu'on ne pouvait plus avancer. Les agents sont venus pour disperser les groupes. Quand on arrive vers ces heures-là, en haut du pont Colincourt, on aperçoit au-delà du grand lac de nuit qui est sur le cimetière les premières lumières de Rancy. C'est sur l'autre bord, Rancy. Faut faire tout le tour pour y arriver, c'est si loin. Alors on dirait qu'on fait le tour de la nuit même, tellement il faut marcher de temps et de pas autour du cimetière pour arriver aux fortifications. Et puis, ayant atteint la porte à l'octroi, on passe encore devant le bureau moisi où végète le petit employé vert. C'est tout près alors. Les chiens de la zone sont à leur poste d'aboi. Sous un bec de gaz, il y a des fleurs quand même, celles de la marchande, qui attend toujours là les morts qui passent d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. Le cimetière, un autre encore à côté, et puis le boulevard de la Révolte. Il monte avec toutes ses lampes droit et large en plein dans la nuit. Il n'y a qu'à suivre à gauche. C'était ma rue. Il n'y avait vraiment personne à rencontrer. Et tout de même, j'aurais bien voulu être ailleurs et loin. Le cœur, quand on est un peu bu de fatigue, vous tape le long des tempes. Bim, bim, qu'il fait, contre l'espèce de velours tendu autour de la tête et dans le fond des oreilles. C'est comme ça qu'on arrive à éclater un jour, ainsi soit-il. Un jour, quand le mouvement du dedans rejoint celui du dehors et que toutes vos idées alors s'éparpillent et vont s'amuser enfin avec les étoiles.
Il survenait beaucoup de pleurs à travers la fête à cause des enfants qu'on écrasait par-ci, par-là, entre les chaises, sans le faire exprès, et puis ceux aussi auxquels on apprenait à résister à leurs désirs, aux petits gros plaisirs que leur feraient encore et encore des tours de chevaux de bois. Faut profiter de la fête pour se constituer un caractère. Il n'est jamais trop tôt pour s'y prendre. Ils ne savent pas encore, ces mignons, que tout se paye. Ils croient que c'est par gentillesse que les grandes personnes, derrière les comptoirs enluminés, incitent les clients à s'offrir les merveilles qu'ils amassent et dominent et défendent avec des vociférants sourires. Ils ne connaissent pas la loi, les enfants. C'est à coups de gifles que les parents leur apprennent la loi et les défendent contre les plaisirs. Il n'y a jamais de fête véritable que pour le commerce, et en profondeur encore, et en secret. C'est le soir qu'il se réjouit le commerce quand tous les inconscients, les clients, ces bêtes à bénéfice sont partis, quand le silence est revenu sur l'esplanade et que le dernier chien a projeté enfin sa dernière goutte d'urine contre le billard japonais. Alors les comptes peuvent commencer. C'est le moment où le commerce recense ses forces et ses victimes avec des sous. Vers les dernières heures de cette même soirée, tout est devenu assez net autour de nous, comme si les choses, décidément, en avaient eu assez de traîner d'un bord à l'autre du destin, indécises, et fussent toutes en même temps sorties de l'ombre et mises à me parler. Mais il faut se méfier des choses et des gens de ces moments-là. On croit qu'elles vont parler les choses, et puis elles ne disent rien du tout, et sont reprises par la nuit bien souvent sans qu'on ait pu comprendre ce qu'elles avaient à vous raconter. Et les voilà donc partis tous les trois, elle un peu en avant d'eux. On les a vus traverser la place refroidie, plantée des débris de la fête. Le dernier bec de gaz du bourg a éclairé leur groupe brièvement blanchi, et puis la nuit les a pris. On entendit encore un peu leur voix, et puis plus rien du tout. Il n'y avait plus rien. J'ai quitté le bistrot à mon tour sans avoir reparlé à Robinson. Le patron m'a souhaité bien des choses. Un agent de police arpentait le boulevard. Au passage, on remuait le silence. Ça faisait sursauter un commerçant par-ci, par-là, embarbouillé de son calcul agressif comme un chien en train de ronger. Une famille en vadrouille occupait toute la rue en gueulant au coin de la place Jean Jaurès. Elle n'avançait plus du tout, la famille. Elle hésitait devant une ruelle comme une escadrille de pêche par mauvais vent. Le père allait buter d'un trottoir à l'autre et n'en finissait pas d'uriner. La nuit était chez elle. Nous avons longé un autre petit parc, d'un bois d'autrefois, où venaient à la nuit se prendre entre les arbres les longues brumes d'hiver douces et lentes. Ainsi tourne le monde à travers la nuit, énormément menaçante et silencieuse. Pendant qu'il parlait prudent et préliminaire, j'essayais de me représenter tout ce qu'il exécutait chaque jour, ce curé, pour gagner ses calories. Des tas de grimaces et des promesses encore, dans le genre des miennes. Et puis, je me l'imaginais, pour m'amuser, tout nu devant son hôtel. C'est ainsi qu'il faut s'habituer à transposer dès le premier abord les hommes qui viennent vous rendre visite. On les comprend bien plus vite après ça. On discerne tout de suite dans n'importe quel personnage sa réalité d'énorme et d'avide asticot. C'est un bon truc d'imagination. Son sale prestige se dissipe, s'évapore. Tout nu, il ne reste plus devant vous, en somme, qu'une pauvre besace prétentieuse et vantarde qui s'évertue à bafouiller futilement dans un genre ou dans un autre. Rien ne résiste à cette épreuve. On s'y retrouve instantanément.
Il ne reste plus que les idées, et les idées ne font jamais peur. Avec elles, rien n'est perdu, tout s'arrange. Tandis que c'est parfois difficile à supporter le prestige d'un homme habillé. Il garde des sales odeurs et des mystères plein ses habits. C'est pas pire. Être seul, c'est s'entraîner à la mort. Il faudra mourir, que je lui dis encore, plus copieusement qu'un chien. Et on mettra 1000 minutes à crever et chaque minute sera neuve quand même et bordée d'assez d'angoisse pour vous faire oublier 1000 fois tout ce qu'on aurait pu avoir de plaisir à faire l'amour pendant 1000 ans auparavant. Le bonheur sur terre, ça serait de mourir avec plaisir, dans du plaisir. Le reste, c'est rien du tout. C'est de la peur qu'on n'ose pas avouer. C'est de l'art. Elle ne connaissait, cette Sophie, que peu de mots en français, mais je me disposais, quant à moi, c'était bien la moindre des complaisances, à lui donner des leçons sans retard. Je me sentis d'ailleurs à son frais contact un renouveau de goût pour l'enseignement. Baryton avait tout fait cependant pour m'en dégoûter, impénitence. Mais quelle jeunesse aussi, quel entrain, quelle musculature, quelle excuse élastique, nerveuse, étonnante au possible. Elle n'était diminuée, cette beauté, par aucune de ces fausses ou véritables pudeurs qui gênent tant les conversations trop occidentales. Pour mon compte et pour tout dire, je n'en finissais plus de l'admirer. De muscle en muscle, par groupes anatomiques, je procédais, par versants musculaires, par région, cette vigueur concertée mais déliée en même temps, répartie en faisceaux fuyants et consentants, tour à tour, au palpé, je ne pouvais me lasser de la poursuivre, sous la pauvreté étendue d'étendues miraculeuses. L'ère de ces joies vivantes, des grandes harmonies indéniables, physiologiques, comparatives, est encore à venir. Le corps, une divinité tripotée par mes mains honteuses. Des mains d'honnête homme, ce curé inconnu. Permission d'abord de la mort et des mots. Que de chichi puants. C'est barbouillé d'une crasse épaisse de symboles et capitonné jusqu'au trognon d'excréments artistiques que l'homme distingué va tirer son coup. Arrive ensuite que pourra. Bonne affaire. Économie de ne s'exciter après tout que sur des réminiscences. On les possède, des réminiscences. On peut en acheter, et des belles et des splendides, une fois pour toutes, des réminiscences. La vie, c'est plus compliqué. Celle des formes humaines, surtout. Atroce aventure. Il n'en est pas de plus désespéré. À côté de ce vice des formes parfaites, la cocaïne n'est qu'un passe-temps pour chef de gare. Mais revenons à notre Sophie. Sa seule présence ressemblait à une audace dans notre maison boudeuse, craintive et louche. Et chaque fois qu'elle effectuait ces si simples gestes, nous en éprouvions surprise et joie. Nous effectuions comme des progrès de poésie rien qu'à l'admirer d'être tellement belle et tellement plus inconsciente que nous. Le rythme de sa vie jaillissait d'autres sources que les nôtres, rampante pour toujours les nôtres, baveuse. Elle possédait, Sophie, cette démarche ailée, souple et précise qu'on trouve, si fréquente, presque habituelle, chez les femmes d'Amérique, la démarche des grands êtres d'avenir que la vie porte ambitieuse et légère encore vers de nouvelles aventures. 3 mâts d'allégresse tendre, en route pour l'infini. Je voulais les suivre encore un petit bout avec le corps pour être bien certain que c'était tout à fait fini. Mais au lieu de bien les suivre avec leur civière, comme j'aurais dû, j'ai déambulé plutôt de droite à gauche tout le long de la route et puis finalement, une fois passé la grande école qui est en bordure du passage à niveau, je me suis faufilé par un petit chemin qui descend entre les haies d'abord et puis à pic vers la Seine. Par-dessus les grilles, je les ai vus s'éloigner avec leur civière. Ils allaient comme s'étouffer parmi les écharpes du brouillard, renouer lentement derrière eux. Au quai, l'eau poussait dure sur les péniches, bien rassemblées contre la crue.
De la plaine de Gennevilliers, il arrivait encore plein de froid par bouffées tendues sur les remous du fleuve, à le faire reluire entre les arches. Les miennes d'idées, elles vadrouillaient plutôt dans ma tête avec plein d'espace entre. C'était comme des petites bougies pas fières et clignoteuses à trembler toute la vie au milieu d'un abominable univers bien horrible. J'en dégoulinerais même de partout du courage, et la vie ne serait plus rien elle-même qu'une entière idée de courage qui ferait tout marcher, les hommes et les choses, depuis la terre jusqu'au ciel. De l'amour, on en aurait tellement par la même occasion par-dessus le marché que la mort en resterait enfermée dedans avec la tendresse, et si bien dans son intérieur, si chaude, qu'elle en jouirait enfin la garce, qu'elle en finirait par s'amuser d'amour, aussi elle avec tout le monde. C'est ça qui serait beau, qui serait réussi. J'en rigolais tout seul sur le quai en pensant à tout ce qu'il faudrait que j'accomplisse moi en fait de trucs et de machins pour que j'arrive à me faire gonfler ainsi de résolutions infinies. Un véritable crapaud d'idéal.